Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Vous avez écrit un article cette semaine. Mort et destruction à Gaza, dans lequel vous avez dit que nous avons atteint un point où il n'y a tout simplement plus d'objectifs militaires significatifs dans la guerre d'Israël. Dites-nous ce que vous vouliez dire. Eh bien, quand il s'agit de ce que fait Israël à Gaza, il faut distinguer entre s'en prendre au Hamas et punir la population civile. Et lorsque nous parlons de punir la population civile, nous parlons de tuer, d'assassiner un grand nombre de civils, de les déplacer de leur foyer, d'affamer de larges pans de la population palestinienne à l'intérieur de Gaza, etc. Ce sont essentiellement des crimes de guerre. Je ne pense pas que beaucoup de gens contesteraient qu'Israël ait ce que nous appelons le droit de s'en prendre au Hamas. Le Hamas a attaqué Israël. Israël s'en prend au Hamas. Ce n'est pas vraiment une question contestée pour l'essentiel, mais ce que font les Israéliens, c'est qu'ils vont bien au-delà de s'en prendre au Hamas, et ils infligent d'énormes souffrances et châtiments à la population civile. Et à mon avis, cela devrait être inacceptable pour les gens honnêtes du monde entier. Et l'idée que l'administration Biden non seulement sanctionne cela, mais le soutient. Il est très important de comprendre que les Israéliens ne pourraient pas mener cette campagne de punition sans le soutien des États-Unis. Ils ont besoin d'armes militaires américaines, et en outre, ils ont besoin du soutien diplomatique américain et nous le leur donnons afin que nous soyons aussi profondément impliqués dans ce désastre humanitaire que les Israéliens eux-mêmes. Pensez-vous qu'il y a une crainte que l'Amérique soit du mauvais côté? Non, je pense qu'il y a un large soutien au sein du corps politique américain en faveur de la population civile palestinienne. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait de doute sur le fait que beaucoup de gens pensent que ce que les Israéliens font à la population civile est profondément mauvais. Il ne fait aucun doute que beaucoup de gens pensent que ce que les Israéliens font à la population civile est profondément mauvais. Des gens n'exprimeront pas publiquement leur opinion sur cette question et cela est en grande partie parce qu'ils craignent que le lobby israélien ne les cible et que cela nuise à leur carrière. Il existe toutes sortes de preuves que les gens sur les campus universitaires sont auto la censure par peur du lobby israélien, mais même là, il est clair qu'il n'y a qu'un large soutien au peuple palestinien et une critique généralisée de ce que fait Israël. Que conseilleriez-vous au président Biden au début de ce conflit si vous essayez de lui conseiller, lui ou les Israéliens, comment réagir après? 7 octobre. Eh bien, je pense qu'au début, Biden aurait dû faire de grands efforts pour dire aux Israéliens de s'assurer qu'ils exécutaient une réponse mesurée et qu'ils ne réagissaient pas de manière excessive et il aurait dû indiquer clairement qu'il soutiendrait les Israéliens contre le Hamas. Je veux dire qu'il n'avait certainement pas le choix. Mais il aurait également dû faire comprendre aux Israéliens que s'ils s'en prenaient à la population civile de la même manière qu'ils s'en prennent à la population civile, les États-Unis feraient de grands efforts pour étouffer les tentatives d'Israël de tuer un grand nombre de personnes. Des civils, c'est ce qu'il aurait dû faire, nous devrions être de l'autre côté de la fracture en ce qui concerne cette campagne de bombardement que les Israéliens mènent contre les civils palestiniens et, soit dit en passant, ce n'est pas seulement une campagne de bombardement que les Israéliens tentent de mener, ils ont fait mourir de faim un grand nombre de Palestiniens, ils l'ont dit très clairement, ce n'est pas comme si j'avais inventé cela. Les Israéliens eux-mêmes disent que c'est exactement ce qu'ils font si vous regardez ce que les Israéliens disent des Palestiniens. Comment ils décrivaient les Palestiniens en parlant d'eux comme d'animaux humains et ainsi de suite et puis vous écoutez ce qu'ils disent quand ils parlent de ce qu'ils ont l'intention de faire à Gaza, vous savez qu'ils parlent de l'aplatir, de le niveler, de l'éradiquer, vous voyez très clairement qu'ils ciblent délibérément la population civile et qu'ils commettent des massacres massifs. John, si tuer 1% de la population, autant d'innocents, n'est pas une ligne rouge pour le voisinage, pour l'Égypte, pour la Jordanie, pour les autres nations. Là-bas, pour les États-Unis. Sommes-nous tous juste dans un acte de performance? En ce moment, je dis à Israël, s'il vous plaît, ne faites pas de mal aux civils, s'il vous plaît,
limitez ce que vous faites, mais nous observons que nous sommes simplement impuissants et que nous regardons simplement une scène horrible se dérouler sans réel effet de levier. Ouais, je pense que c'est exactement ce qui se passe. Je veux juste parler des États-Unis. Nous avons le potentiel de mettre fin à cette campagne de bombardement, nous avons un énorme levier potentiel sur Israël, cela ne fait aucun doute, mais c'est presque impossible pour n'importe quel président, y compris le président Biden. Évidemment, il faut utiliser cet effet de levier et le résultat final est que nous pouvons dire que nous espérons qu'Israël limitera cette campagne et fera tout ce qu'il peut pour minimiser les pertes civiles, mais nous ne faisons rien de concret ou du moins nous n'avons rien fait de concret. Jusqu'à présent, il s'agit d'empêcher les Israéliens de tuer un grand nombre de civils et d'ailleurs, il n'y a pas que les Américains, les Européens ne font rien eux-mêmes, les Allemands et les Britanniques, leur comportement est particulièrement flagrant sur ce front, mais même dans le monde arabe. Vous ne faites rien, je ne vois pas les élites du monde arabe faire grand-chose pour mettre fin à cela et en fait, il existe toutes sortes de preuves que dans le monde arabe. C'est la pression d'en bas qui motive en grande partie les élites à critiquer ce que font les Israéliens et c'est une situation tragique et il est tout à fait remarquable qu'en 2023 les Israéliens parviennent à s'en sortir. Selon vous, que veut Israël sinon une solution à 2 États? Oh, ce que veut Israël est très clair pour moi, et nous parlons ici du gouvernement, ils veulent nettoyer ethniquement Gaza et ils veulent nettoyer ethniquement la Cisjordanie. Le problème auquel les Israéliens sont confrontés, Steve, c'est l'intérieur du Grand Israël, et le Grand Israël comprend Gaza, la Cisjordanie et l'Israël de la ligne verte. Il y a environ 7,3 millions de Palestiniens et il y a environ 7,3 millions de Juifs. Donc vous avez à peu près la même égalité dans le nombre de Juifs et Palestiniens à l'intérieur du Grand Israël. Et cela signifie que vous pouvez avoir un État démocratique si vous ne voulez pas une solution à 2 États. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'à présent, la réponse est très claire, Israël s'est transformé en un État d'apartheid, c'est un État d'apartheid et les Israéliens comprennent qu'à long terme, cela n'est probablement pas viable. Nous savons tous ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud. Israël peut-il exister sur le long terme? En tant qu'État d'apartheid et vous devez vous rappeler que des groupes comme Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem et ainsi de suite ont qualifié Israël d'État d'apartheid et veulent donc sortir de cette situation et trouver la meilleure façon de le faire à partir de leur point de vue et de nettoyer ethniquement la bande de Gaza et la Cisjordanie, tout comme ils ont nettoyé ethniquement de grandes parties de la ligne verte d'Israël en 1948 et de la même manière qu'ils ont nettoyé de grandes parties de la Cisjordanie en 1967. Le problème est qu'ils n'ont pas été capables de le faire et les États-Unis, c'est tout à leur honneur, ont au moins déclaré qu'ils n'accepteraient pas le nettoyage ethnique de Gaza par Israël, mais nous verrons ce qui se passera là-bas. Les Israéliens punissent la population civile de Gaza en grande partie, à mon avis, pour l'éliminer, mais ils n'ont pas réussi jusqu'à présent. Je veux vous faire écouter, John, un extrait de Danny Danon, ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies en 2019, et quelque chose qu'il a dit sur ce qui se cache derrière les objectifs d'Israël. C'est un acte pour notre terre. Il brandit la Bible, essentiellement l'Ancien Testament, pour dire que c'est l'acte de propriété de nos terres aux Nations Unies et je vous demande simplement, en tant qu'analyste, de dire si c'est avec cela que nous travaillons et si l'Amérique est alliée avec cela. Comment cela peut-il arriver à un point différent d'un simple ulcère convulsif horrible et persistant? Ce n'est pas le cas, je veux dire, c'est ici que nous en sommes et au fait, si vous regardez le données démographiques à l'intérieur d'Israël, les personnes les plus susceptibles de faire valoir l'argument qui vient d'être avancé selon lequel vous savez que la Bible est l'acte d'Israël de posséder tout le grand Israël, les personnes les plus susceptibles de faire valoir cet argument sont les ultra-orthodoxes et les ultra-orthodoxes forment maintenant environ 13% de la population d'Israël, mais avec le temps, leur nombre va augmenter considérablement jusqu'au point où vers 2050 environ 30% d'Israël, près d'un tiers d'Israël, seront ultra-orthodoxes.
Et c'est parce que le taux de natalité parmi les femmes ultra-orthodoxes est si élevé que cela signifie que l'argument que Danny Danon vient de faire valoir va être entendu plus largement en Israël. Il ne s'agira pas seulement de gens comme lui, mais de plus en plus d'ultra-orthodoxes. Les juifs orthodoxes avancent cet argument, donc cet argument ne disparaît tout simplement pas. Permettez-moi de vous poser des questions sur la responsabilité de protéger. Parce qu'en ce moment à Washington, nous avons plusieurs éléments liés au soutien américain à l'Ukraine dans la guerre en Russie. Beaucoup de gens du côté progressiste de la politique étrangère parlaient de la responsabilité de protéger, alors que l'un des animateurs américains soutenait l'Ukraine. Où en sont-ils en ce qui concerne le conflit israélien à Gaza et la responsabilité de protéger les Palestiniens? J'entends remarquablement peu parler d'eux. Il y a tous ces gens qui parlent depuis des années maintenant de l'importance de la protection des droits de l'homme et on pourrait s'attendre à ce qu'ils proclament tous haut et fort que ce que font les Israéliens est inacceptable. Et que les États-Unis ont la responsabilité morale de mettre fin à tous ces massacres de civils palestiniens. Mais on entend très peu de choses de la part de ces défenseurs des droits de l'homme, et de la part des groupes de défense des droits de l'homme aux États-Unis, on n'entend en réalité que le silence. Assez étonnant, vous savez, quand je regarde les sondages et ce qui se passe, il est très clair que les démocrates de la jeune génération, en particulier les démocrates de couleur, mais c'est vraiment un large éventail de jeunes électeurs du Parti démocrate, sont très frustrés par la position de Joe Biden sur Israël à Gaza. Et vous constatez un effondrement de leur soutien et lorsque vous les interviewez et faites des groupes de discussion en ce moment, ils disent que rien ne les amènera à soutenir Joe Biden. Il y a un problème plus général en jeu ici et c'est qu'Israël a beaucoup de soutien parmi les gens de votre âge et de mon âge, mais une fois que vous commencez à regarder les cohortes plus jeunes, c'est une histoire très différente. Il y a un sondage Harris-Harvard qui est sorti très récemment, on dit que si vous regardez des gens âgés de 18 à 24 ans, vous les interrogez et vous leur posez cette question, le Hamas avait-il des raisons de tuer des citoyens israéliens le 7 octobre? Nous ne parlons pas de tuer des militaires, nous parlons de tuer des civils, en d'autres termes, le Hamas était-il justifié dans ce qu'il a fait le 7 octobre? 51% des Américains âgés de 18 à 24 ans disent que le Hamas était justifié et stupéfiant et puis si vous regardez les gens âgés de 25 à 34 ans, 48% disent que le Hamas était justifié dans ce qu'il a fait le 7 octobre. Donc vous voyez qu'Israël a un réel problème et bien sûr ce problème se manifeste sur les campus universitaires et c'est pourquoi le lobby fait des heures supplémentaires maintenant pour tenter de faire taire les critiques à l'égard d'Israël dans les universités et les collèges. Dans sa dernière interview, Henry Kissinger l'a fait avec Matthias Döpfner, PDG d'Axel Springer. Kissinger a dit que le problème des sociétés comme les États-Unis et l'Allemagne était de laisser entrer tant de réfugiés, tant de personnes issues d'autres groupes, parce qu'ils deviennent alors des agents de ces autres groupes, de ces autres identités, et il m'a semblé que, l'un des commentaires inhumains les plus remarquables sur l'importance des autres étrangers comme les Palestiniens. Vous savez, je m'intéresse à cette tension, à la race et à l'identité au sein des sociétés pluralistes en ce moment, et à savoir si nous essayons ou non de nous débarrasser de cette décence. Eh bien, j'aborderai cela sous un angle légèrement différent. Je n'aime pas l'argument de Kissinger selon lequel il faut amener aux États-Unis des personnes de différentes origines ethniques ou de différents pays. Les États-Unis sont une culture d'immigration. Je pense que c'est une chose merveilleuse et je n'ai aucun problème à faire venir des immigrants aux États-Unis. Je pense que c'est ce qui a fait que l'arrivée massive d'immigrants aux États-Unis au XIXe siècle ait fait la grandeur de ce pays. Et c'est ce qui maintiendra la puissance de ce pays dans le futur, donc je n'ai aucun problème avec l'immigration. Le problème pour moi est de savoir comment penser le comportement réaliste par rapport au comportement moral. Quand on réfléchit à la façon dont un État devrait agir dans le système international, et je comprends parfaitement que les États ont un intérêt profond dans la concurrence en matière de sécurité dans le but de maximiser leurs chances de survie.
Et je comprends parfaitement que les États font parfois des choses impitoyables pour d'autres États pour de bonnes raisons stratégiques. D'accord ? Mais en même temps, il doit y avoir une dimension morale qui sous-tend la manière dont les États se comportent envers les autres États. Et tant qu'il n'y a aucune sorte de raison stratégique ou réaliste pour se comporter de manière impitoyable, les États devraient faire de grands efforts pour agir de manière morale. Je n'ai aucun problème à faire valoir cet argument, et je pense que dans le cas de ce qui se passe à l'intérieur de Gaza, il n'y a aucune raison stratégique pour qu'Israël détruise la société palestinienne, tue un grand nombre de civils, cela n'a tout simplement pas de sens stratégique. Et je crois que c'est moralement mauvais, c'est pourquoi j'y suis si profondément opposé. Je pense qu'il ne fait aucun doute qu'Israël a le droit, j'utilise ce mot en gros, il a le droit de s'en prendre au Hamas. Le Hamas a attaqué Israël. Israël peut s'en prendre au Hamas. Et je comprends qu'à mesure qu'Israël s'en prend au Hamas, il va y avoir des dommages collatéraux, des civils vont être tués. Cela se produit en temps de guerre, c'est regrettable mais c'est une réalité fondamentale de la vie, mais c'est très différent de cibler délibérément des civils dans le but d'infliger des dégâts massifs. La douleur et la punition sont infligées à eux et encore une fois, cela n'a aucune logique stratégique, il n'y a aucune sorte de raison réaliste pour faire cela et donc je pense que c'est profondément faux. Voyez-vous une chance du tout? L'Amérique fermera ce robinet à tout moment, vous savez, dans un avenir proche? C'est une occasion rare où les États-Unis exercent un effet de levier coercitif sur Israël. Surtout lorsqu'il s'agit de traiter avec les Palestiniens, et c'est parce que tout gouvernement, y compris l'administration Biden, comprend très bien que si nous devons être durs avec les Israéliens, c'est si nous devons être durs avec les Israéliens. Le lobby israélien viendrait après l'administration. Marteau et pince. Et l'administration ne veut pas cela, d'autant plus que nous entrons dans une année électorale. Allons-nous être complices? Pensez-vous à la possibilité d'équations qui sont en fait un nettoyage ethnique? Eh bien, il n'y a pas de clameur grandissante. Je veux dire, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un motif puissant à la droite en Israël et aux États-Unis. Les États-Unis ont clairement fait savoir au gouvernement américain, l'administration Biden a clairement fait savoir que c'était inacceptable. La question est, que se passera-t-il si les Israéliens se contentent de le faire? On pourrait dire que vous savez que nous nous dirigeons vers le point où il pourrait y avoir un nettoyage ethnique massif si ces bombardements continuent et si les Israéliens continuent d'empêcher l'eau, la nourriture et les médicaments d'entrer dans Gaza en quantité suffisante. Il se pourrait que les Palestiniens commencent à quitter Gaza. Et si les Israéliens font tout ce qu'ils peuvent pour faciliter cela? Il est difficile de dire comment cela se déroulera à l'avenir, mais les Israéliens pourraient simplement le faire et ignorer ce que l'administration Biden dit qui n'est pas acceptable. Cela reste donc une possibilité réelle. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous voulez comprendre que les Israéliens ont fondamentalement deux choix, soit continuer à fonctionner comme un État d'apartheid et continuer à garder Gaza comme, fondamentalement, une prison géante à ciel ouvert, soit nettoyer éthiquement Gaza et en Cisjordanie, en même temps, s'ils le peuvent. Maintenant, ils préféreraient certainement faire cela, et l'administration a dit que vous ne pouviez pas faire cela. Mais encore une fois, il reste à voir comment cela se déroulera. Eh bien, l'administration Biden continue d'essayer de dire qu'elle veut que la guerre terrestre se termine d'ici la fin de l'année. Je ne pense pas que cela se produise. Je vois cela comme une histoire sur laquelle nous allons devoir continuer à nous concentrer pendant un certain temps, John, j'espère. Vous reviendrez et continuerez à partager vos points de vue à mesure que la situation évolue. Merci beaucoup de vous joindre à nous, professeur John Mearsheimer de l'Université de Chicago, merci.